Ce soir, l'intelligence artificielle et ce qu'elle a comme conséquence pour les auteurs et pour l'ensemble du monde du livre. Donc, on va voir tout le monde, hein. On va voir les auteurs, les éditeurs, justement les correcteurs, relecteurs, si ça les impacte, mais aussi les graphistes et les maquettistes, puisque l'intelligence artificielle est partout. L'intelligence artificielle, on connaît principalement ChatGPT. Alors nous, on a utilisé ChatGPT pour cette visioconférence. On l'a beaucoup interrogé pour voir ce qu'il donnait, pour voir ce qu'il nous répondait sur nos différentes interrogations. Il existe aussi Bard de Google, qui est très bien fait. On verra tout à l'heure un exemple de Bard. Et il y a Llama de la société Meta, donc Facebook, Instagram et compagnie. Alors eux, c'est un petit peu différent. C'est plus un logiciel à télécharger. On ne peut pas directement interagir avec l'intelligence artificielle sur le net. Hein, il faut vraiment télécharger leur logiciel. Donc là, on a beaucoup moins testé parce que c'est un petit peu lourd de télécharger un truc. L'intelligence artificielle et le monde du livre. Donc on lui a demandé à ChatGPT quelle était son influence sur le monde du livre. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle est déjà présente depuis très longtemps, puisque rien que les algorithmes qui sont présents sur les sites de vente comme Amazon, Fnac et même sur tous les moteurs de recherche sont une forme d'intelligence artificielle. Donc on les a depuis très longtemps dans notre quotidien et ce sont eux qui permettent à des sites de vente de nous recommander des livres, de nous diriger vers des produits qui pourraient nous intéresser. On est déjà pas mal scruté par l'intelligence artificielle et on ne s'en rend pas forcément compte. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle est surtout présentée comme l'allié du lecteur, mais pas forcément pour l'auteur, puisqu'on sait très bien que ces algorithmes ne sont pas totalement impartiaux et qu'il est possible de payer pour faire monter sa référence pour apparaître beaucoup plus souvent. Donc, ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle qui est libre d'elle-même, puisque les entreprises derrière se font de l'argent en te disant, voilà, tu payes tant, et nous, on te met en avant, on te sponsorise pendant 2 jours, 3 jours, 1 mois. Il y a donc un côté biaisé à cette intelligence artificielle-là. D'autres intelligences artificielles sont déjà bien présentes dans le monde des auteurs. On connaît, je pense, à peu près tous Antidote, qui est un correcteur orthographique et grammatical, syntaxique aussi, qui est directement intégré dans les logiciels de texte comme Word, quand on achète évidemment Antidote. Et Antidote peut être considéré comme une intelligence artificielle. Et alors on a aussi dans le même genre qu'Antidote, mais ça c'est cette fois-ci en ligne et gratuit. Alors il y a Grammarly qui pour l'instant n'est qu'en anglais, tout comme Pro Writing Aid qui est en anglais aussi uniquement. Ils vont pas tarder à passer en langue française, puisque c'est le propre de toutes les intelligences artificielles, c'est qu'elles vont réussir très rapidement à parler toutes les langues les plus communément utilisées. Et puis il y a un site intéressant, une intelligence artificielle intéressante à regarder, c'est Hemingway Editor. Donc là, vous avez déjà vu l'exemple parce que je clique sur les slides un petit peu en avance. Alors Hemingway Editor, c'est plutôt sympa, moi je trouve, parce que c'est pas juste un correcteur de texte, il va aussi mettre en avant les répétitions, une trop grande utilisation des adverbes, et là on voit dans ce petit extrait de texte que moi j'ai écrit rapidement, juste comme ça pour le tester, qui met en évidence 3 phrases qui pour lui sont difficilement compréhensibles. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, il exagère un petit peu, et puis quand j'ai bien relu les phrases, c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes de ponctuation et qu'elle pourrait avoir un autre rythme pour être plus facilement compréhensible par le lecteur. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant à étudier pour les auteurs. Il y a une version gratuite qui est déjà assez performante, et évidemment, comme pour tous ces logiciels, il y a une version pro si vraiment on veut traiter le texte d'un seul coup. Hein. Là, dans la version gratuite, on traite page par page. C'est fastidieux, mais au moins ça aide et puis ça permet de tester le début du livre et de voir ce que dit le logiciel, si on utilise vraiment les bonnes structures.
Donc c'est assez précis, assez bien fait. Moi, je vous conseille d'aller le voir et d'aller le tester un petit peu avec vos textes. C'est bien ton truc, ouais. Ce n'est pas une intervention, c'est bon. Alors, il y a la création de contenu. Cette fois-ci, c'est ce qui effraie les auteurs, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est capable elle-même d'écrire des livres. Je ne sais pas si vous avez entendu que récemment, en Chine, un livre écrit entièrement grâce à l'intelligence artificielle a reçu un prix littéraire. Ça a été révélé après la réception du prix, évidemment. C'est un professeur de journalisme et de communication de l'université de Pékin qui avait fait le test. Et c'est effectivement son livre de science-fiction qui a gagné le prix pour 2023. Il a précisé que pour l'écrire, donc je crois que c'est pratiquement 600 pages, il a mis 3 heures de temps et 66 prompts choisis minutieusement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les intelligences artificielles, elles ne vont pas écrire d'un seul coup, on va le voir, un roman en entier, mais il y a des façons de l'interroger pour écrire chapitre par chapitre et morceau de dialogue par morceau de dialogue. Donc il faut aussi déjà savoir comment poser les questions à la machine. Et on a fait le test. On va voir que c'est assez bluffant ce qui en ressort. C'est pas de la grande littérature évidemment, mais c'est assez intéressant ce qu'il nous montre. Donc on va vous dire quel mot-clé on a rentré pour arriver à ces textes. L'intelligence artificielle, c'est aussi bien sûr la traduction automatique. Les sites prolifèrent de plus en plus dans ce domaine. Nous, on a testé et on reste principalement sur celui qui s'appelle DeepL, qui est ultra performant. Hein. J'ai testé plusieurs textes anglais, français, puis français, anglais. Voilà. Après, il faut toujours une correction humaine derrière, mais déjà le fait qu'ils traduisent de manière quasi parfaite un texte en français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, c'est assez étonnant. Donc si jamais vous avez des traductions à faire, et si vous voulez même traduire vos livres en entier, vous pouvez le faire avec DeepL. On verra les limites tout à l'heure, hein, c'est les mêmes limites que toutes ces intelligences artificielles. Alors l'analyse des données et du marché du livre, donc les éditeurs commencent déjà à utiliser l'intelligence artificielle pour lui poser des questions, pour savoir quelle est la tendance actuelle, qu'est-ce qui va être la tendance dans les mois à venir, quels sont les classements des livres, qu'est-ce qu'il est bien de publier au mois de septembre 2024 pour avoir le plus de chances de faire des ventes. On ne l'a pas poussé très loin parce que sans doute qu'il y a d'autres mots-clés à utiliser que nous, on ne connaît pas encore. Donc, on n'a pas les secrets de ChatGPT. Il nous a juste donné le classement des genres littéraires qui sont les plus performants. Il n'y a aucune surprise. Hein. En premier, la romance. En deuxième, les thrillers et le suspense. En troisième, la science-fiction. Puis la fantasy. La fiction historique, qui arrive très tôt dans le classement. Mystère et enquête. Littérature générale et la non-fiction. Voilà, on n'a pas appris une grande science de la part de ChatGPT. Mais pourquoi il est utilisé, c'est aussi pour mettre en place une campagne de communication. Donc ça, les auteurs peuvent l'utiliser pour booster leur communication, pour faire mieux que d'habitude, enfin que tout seul, parce que c'est dur de créer des nouvelles phrases attirantes chaque jour, et il faut publier pratiquement chaque jour sur Instagram, sur les autres réseaux, sur Twitter. On n'a pas toujours d'idées. Et là, je trouve quand même intéressant que l'intelligence artificielle puisse nous aider avec, par exemple, ce que j'ai testé, c'est qu'elle me donne des idées pour les hashtags. Parce que dans mes communications, je mets toujours les mêmes hashtags, parce que je sais pas, j'ai pas d'autres idées intéressantes. Et là, il y a juste à demander à ChatGPT, voilà, j'ai écrit un livre historique, donne-moi des idées de hashtags qui vont faire que je vais avoir beaucoup plus de vues que si je le fais tout seul. Et alors là, il vous sort une série de 10, 20 hashtags à utiliser. Vous triez, parce qu'il y en a principalement des hashtags américains pour réussir sur les réseaux anglophones, mais aussi pas mal d'hashtags français. Donc,
Là encore, parce que pendant cette conférence, je ne vais pas vous déconseiller l'intelligence artificielle, ChatGPT peut aider pour le plan de communication de l'auteur. Il peut vous donner des idées, des indications, il n'y a pas à faire des recherches sur Internet. Lui, il va tout de suite vous donner des ficelles pour réussir à mieux communiquer. Alors évidemment, le défaut de toutes ces intelligences artificielles, c'est le problème de la protection du droit d'auteur. Puisqu'on sait, enfin, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent ces intelligences artificielles. Elles n'apprennent pas de rien. Elles apprennent à partir de ce qui existe déjà sur Internet, mais aussi et surtout, c'est ce qui pose problème en ce moment avec déjà énormément de procès aux États-Unis, c'est qu'elle a appris en lisant des livres. Forcément, les livres sont maintenant dématérialisés, ils sont en e-book. Donc, les entreprises ont dit à leur IA, vas-y, tu vas lire toute une bibliothèque pour apprendre les tournures de phrases, pour avoir des idées, pour savoir comment on écrit un livre, pour te perfectionner et pour devenir à terme, je pense, toi-même un auteur. Ils ont aussi lancé les intelligences artificielles pour aller regarder toutes les archives des journaux. Donc là aussi, il y a une énorme somme de connaissances qui ressort. Le New York Times a intenté un procès contre ChatGPT et l'intelligence artificielle de Microsoft, qui ont largement puisé dans les archives du New York Times, sans autorisation évidemment. Et donc maintenant, au fur et à mesure, quand les gens posent des questions, ressortent des fois des phrases copiées-collées d'articles du New York Times, parce que c'est beaucoup plus simple pour l'intelligence artificielle, c'est du déjà fait, c'est du déjà prêt, puis elle fait comme si ça venait d'elle, de l'intelligence artificielle. Donc ça pose énormément de problèmes, et c'est ce qui focalise l'attention des autorités, des éditeurs, des journalistes, pour l'instant. Ils s'en fichent un peu de savoir si l'intelligence artificielle gagne des prix littéraires. Pour l'instant, ce qui les obsède, c'est que c'est effectivement du vol de propriété intellectuelle. Voilà comment conclut ChatGPT sur cette question. Alors, je vous préviens, les conclusions de l'intelligence artificielle sont toujours positives pour l'intelligence artificielle. En résumé, l'IA a une influence croissante sur le monde du livre en améliorant la production, la distribution, la découverte et la consommation de contenu littéraire. Cependant, cela soulève également des questions éthiques et esthétiques concernant la créativité humaine et l'authenticité artistique. Voilà. Donc, l'IA, c'est très bien selon l'IA. L'influence néfaste sur le monde du livre, c'est effectivement une homogénéité du contenu, puisque comme elle se base sur ce qui a été écrit précédemment, l'intelligence artificielle n'a pas d'originalité. C'est un processus connu, enfin c'est un processus qui a toujours existé. Tous les mémoires d'étudiants en université ou même tous les romans, ils sont basés sur le passé. Enfin, il n'y a jamais de création ex nihilo qui vient de nulle part. Mais là, vraiment, il faut faire attention à ce fameux copier-coller. Ça va être très lisse, les réponses de l'intelligence artificielle. Ça va être très basique. Ça ne permet pas encore, je pense qu'un jour on y arrivera, d'écrire un livre vraiment waouh, phénoménal, qui n'a jamais été lu auparavant. C'est très standardisé et c'est vraiment à l'écrivain de savoir actuellement utiliser l'intelligence artificielle pour être aidé dans son écriture. On va voir que ça peut aider à l'écriture, mais ça ne créera jamais un livre, ça ne créera pour l'instant pas un livre totalement original. Alors, le remplacement de l'humain, c'est ce qui inquiète aussi beaucoup de personnes. On verra un peu plus tard le détail avec les designers, avec les maquettistes, avec les correcteurs, si leur métier est véritablement en péril ou non. Il y a toujours ce qui ressort, ce problème d'éthique et de biais aussi, puisque l'intelligence artificielle est un petit peu orientée. Elle ne va pas vous sortir des idées du Rassemblement national. Elle ne va pas vous sortir des idées d'extrême gauche. C'est très lisse, c'est très consensuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, il n'y aura pas d'avis tranché de la part de l'intelligence artificielle. Et ce qui préoccupe aujourd'hui les autorités européennes, c'est de protéger les enfants
de rendre les résultats aussi moins sexistes. Donc, il y a déjà une forme de censure sur les intelligences artificielles, actuellement pour le bien des consommateurs, de ceux qui les utilisent. Je ne dis pas que c'est mal de protéger les enfants et d'avoir moins de sexisme en ligne, bien au contraire, mais on voit que ces intelligences artificielles, eh bien, elles restent contrôlées par des humains et qu'il va pouvoir y avoir une censure derrière. On sait déjà qu'en Chine, toutes les intelligences artificielles sont bridées. Elles n'ont pas le droit de donner certains résultats, elles n'ont pas le droit de faire certains commentaires qui vont à l'encontre de la ligne du parti. Et ce qui est dangereux, c'est évidemment que l'intelligence artificielle permet une censure à grande échelle, puisqu'elle va détecter aussi des articles tendancieux pour les gouvernements en place sur toutes les plateformes, puisqu'elle scanne en permanence les blogs, Twitter, X, maintenant, tous les réseaux sociaux. Donc elle peut instaurer elle-même, toute seule, une censure qui est décidée par un gouvernement. Toujours cette idée de la protection intellectuelle, mais on sait qu'il y a déjà des processus de détection sur Instagram ou sur TikTok. On ne peut pas utiliser toutes les musiques, on ne peut pas utiliser certains mots. Si vous testez, par exemple, des intelligences artificielles du point de vue de qui fait des images, vous ne pouvez pas créer des images à partir de personnages célèbres. Si vous rentrez Madonna en maillot de bain sur la plage, ça va être immédiatement bloqué parce que vous utilisez le mot Madonna. Donc il y a aussi des limites à ce que l'on peut créer. Et il y a des protections de la propriété intellectuelle pour ceux qui en ont les moyens. Les grandes stars, les grands personnages politiques peuvent dire si quelqu'un rentre mon nom, tu stoppes et tu ne crées pas de nouvelle image. Il y a des moyens détournés pour le faire. On le voit sur les réseaux sociaux, des images créées artificiellement d'Emmanuel Macron, par exemple. Voilà. Il y a des moyens de contourner cet interdit. Et surtout, l'intelligence artificielle a déjà été utilisée pour censurer des livres, puisque vous savez que c'est la grande mode en ce moment aux États-Unis, dans certains États, de censurer des livres, de les retirer des bibliothèques des écoles parce qu'ils sont subversifs. Donc on sait que l'État de l'Iowa a utilisé ChatGPT pour lui faire lire tous les livres qui sont disponibles dans les bibliothèques publiques et dans les bibliothèques des écoles, pour finir par en censurer 19 qui ont été retirés de tous ces établissements. Parce qu'il y a ChatGPT y a trouvé des mots-clés qui ne plaisent pas au gouverneur de cet État et qui a pu ainsi, en quelques jours, interdire ces livres grâce à l'intelligence artificielle. Il faut s'en méfier aussi beaucoup. C'est pas possible. La menace pour l'emploi, encore une fois, on y reviendra. Donc là, je vous liste à chaque fois. La liste que vous voyez, c'est ce que ChatGPT lui-même a identifié. La qualité du contenu généré automatiquement, comme dit, c'est très lisse, c'est très banal, c'est très commun. Et la crainte principale, c'est la perte des compétences, puisque de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus d'auteurs vont utiliser cette intelligence artificielle pour s'aider. Du coup, il y a des emplois qui ne vont plus être utilisés, les correcteurs, les relecteurs, les graphistes, et peut-être qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Peut-être que ces emplois vont disparaître. Donc, c'est une des grandes craintes, c'est de perdre toutes ces compétences humaines qui font l'originalité des couvertures, qui font l'originalité des mises en page, qui font l'originalité des livres finalement, et de n'avoir après que des livres standardisés. Droit d'auteur et plagiat, ça a été mis là non pas pour redire que l'intelligence artificielle, elle copie ce qu'elle trouve sur Internet. C'est simplement que ça peut aussi être un outil positif pour détecter des plagiats dans un livre. Parce que forcément, si vous rentrez un passage d'un livre dans ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, elle va immédiatement vous dire si ça a été copié de quelque part ou pas. Donc c'est une aide qui est surtout utilisée actuellement par les universités, pour vérifier si les doctorats et puis si les devoirs des élèves n'ont pas été simplement copiés de Wikipédia. C'est assez facile, si c'est que Wikipédia, on le sait tout de suite, mais ça peut venir d'autres sources.
Alors, je reviens sur l'écran. Peut-on écrire un livre grâce à l'intelligence artificielle? C'est ça qui nous intéresse surtout ce soir. La réponse est plutôt oui, en fait. Même s'il y a des limitations à la créativité et qu'il y a encore, heureusement, besoin d'un être humain derrière qui va retravailler ce qui sort de l'intelligence artificielle pour le rendre intéressant. Alors là, je reviens sur Bard, où j'ai essayé avec Bard d'écrire une histoire. Et c'est ce que je disais au début à Morgane, c'était tout d'un coup j'ai été un petit peu surpris par l'intelligence artificielle puisque je lui ai demandé une histoire toute bête de deux gens qui se baladent en amoureux. Voilà. Écrivons de la romance tant qu'à faire hein, si on utilise l'intelligence artificielle. Et comment commence Bard? L'histoire se déroule à Saint-Malo. Donc le logiciel de Google sait où j'habite. Et il me fait écrire un livre sur la ville dans laquelle j'habite. Donc j'ai trouvé ça un petit peu limite, j'ai vite arrêté Bard, je pense que les autres, ce n'est pas mieux, mais faites attention aussi, hein, puisque si vous utilisez l'intelligence artificielle, elle vous utilise en retour. Et elle sait beaucoup de choses sur vous, on ne nous dira jamais tout, mais elle sait vous identifier. Donc, comme dit, l'intelligence artificielle a besoin d'une orientation humaine, puisque c'est au fil des questions qu'on va lui poser qu'on va écrire un livre. Il n'y a pas de livre tout prêt, qui tombe tout cuit, de 300 pages en quelques minutes. Ça, ce n'est pas encore possible. Je ne sais pas si vous avez vu passer la publicité pour Sonic Book, qui passe beaucoup en ce moment sur Facebook et qui vous promet d'écrire un livre de 300 pages en 3 minutes. Donc eux apparemment savent comment faire. J'ai regardé un petit peu. Évidemment, il ne faut pas y aller. C'est une forme d'arnaque. Hein. Vous pouvez vous inscrire. Attention, vous avez beaucoup de chance parce que normalement c'est 300 €. Là, on vous le propose à 27 €. Donc c'est très alléchant. Mais si on regarde un petit peu dans le détail, après il faut payer tellement de choses derrière pour la création éventuelle d'un livre que ça revient à une fortune et qu'il vaut mieux l'écrire soi-même, le faire corriger par un correcteur professionnel et avoir un designer professionnel, ça vous coûtera, je pense, aussi cher que cette promesse d'écrire 300 pages formidable en 3 minutes. Je vous ai préparé des exemples. Je ne sais pas si vous les voyez très bien, hein, mais donc là, j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un best-seller. Voilà, ils ne sont pas dans la demi-mesure quand même. On est là pour du sérieux. Moi, j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il appellerait ça résonance des éclipses. Le contexte, c'est la présentation d'un monde qui est proche de nous, et en proie à des catastrophes naturelles croissantes et des conflits mondiaux avec des avancées technologiques qui dépassent le contrôle humain. Bon, c'est super original, mais ce sont quand même des livres qui marchent. Avec, il vous donne le nom du personnage principal. Il vous explique ce que c'est, cette résonance des éclipses. Moi, je trouve que c'est une idée de livre intéressante. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le lire ou. Oui, c'est bon. Et alors, à chaque fois, quand vous demandez comme ça un plan de livre, il vous met à la fin la leçon apprise. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même qu'il ait ce réflexe de dire à l'auteur voilà le thème de ton livre et voilà ce que le lecteur va en retirer. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à définir soi-même quand on écrit le livre. Donc ça, c'est une recherche qui prend 30 secondes. Vous commencez votre recherche par écris-moi ceci ou cela, et voilà ce qui vous sort pour le plan. Donc le principe après de l'intelligence artificielle, c'est que vous, l'auteur, vous allez pour chaque partie qu'il vous donne poser des questions pour approfondir, pour créer des scènes, créer des décors, et il va même vous créer des dialogues
ce que vous pouvez demander, écris-moi des dialogues avec mes personnages. C'est l'autre. Donc là, il m'écrit les dialogues des personnages de ce fameux roman, où il explique la théorie quantique. Donc vous voyez en quoi ça peut être quand même une aide pour l'auteur, parce que par exemple, si moi j'écris un livre comme ça de science-fiction et que tout d'un coup j'ai besoin que mes personnages y parlent de ce que c'est, expliquent au lecteur ce que c'est la théorie quantique, etc., et ses implications, je peux passer des heures à faire des recherches sur Internet pour en apprendre plus. Je peux aller lire des livres, je peux me renseigner, je peux former moi-même mon explication de vulgarisation de ce qu'est la théorie quantique. Et là, en un seul clic, bah, encore une fois, je trouve ça pas trop mal. Moi, lecteur qui ne suis pas scientifique, je trouve que l'explication est pas mal. Morgane, elle va peut-être tomber de sa chaise, mais Je trouve ça très plat. oui, c'est très plat. Réponse entre les deux personnages, mais c'est vrai, c'est intéressant, effectivement, d'avoir. Parce que là, pour un auteur qui n'y connaît rien. Mais après, ils vont prendre un seul axe sur un phénomène scientifique donné. Oui. Tandis que quand on va faire des recherches, on pourra peut-être orienter ça différemment, ou incorporer dans l'histoire de façon différente. Oui, c'est pour ça qu'il y a encore, heureusement, toujours besoin de l'auteur. Ouais. On peut imaginer que certains lecteurs se contentent de ça. Oui. Se contentent de livres comme ça, plats, lisses, qui ne vont pas en profondeur, juste pour se divertir. Et là, on peut écrire des livres comme ça à la chaîne, on peut en sortir un toutes les semaines. Voilà, on peut ne faire que ça. Non, mais c'est vrai que ça peut avoir du succès, ces livres. Et c'est ça, en fait, qui est plus dangereux que le fait de savoir s'il y aura toujours des auteurs ou non, c'est de savoir comment les lecteurs vont réagir. S'ils vont commencer à apprécier ces livres qui sont finalement de la consommation, c'est juste du divertissement, un livre pour l'été, un livre pour lire au coin de la cheminée, ou s'ils vont continuer à chercher des véritables auteurs, des êtres humains derrière, avec des livres qui seront plus complexes, qui seront plus aboutis, qui seront plus approfondis, qui auront plus d'épaisseur. Qu'est-ce qu'ils vont préférer au final ? Parce qu'après, que vont faire les éditeurs ou les grands groupes qui ont déjà des sites de vente en ligne s'ils peuvent vendre ce genre d'histoire à 5 € ou à 2 € le livre numérique, parce que derrière, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de droit d'auteur. Qu'est-ce que vont préférer les lecteurs? C'est peut-être eux qui auront la clé pour savoir si l'intelligence artificielle va nous remplacer ou pas. Donc nous, il nous reste, comme on vient de le voir, la créativité et l'originalité. C'est vrai que dans les textes qui sont donnés par l'intelligence artificielle, il n'y a pas la dimension émotionnelle. Hein, ce sont des relations entre êtres humains extrêmement basiques. Il n'y aura pas de contextualisation culturelle et sociale parce que l'intelligence artificielle ne prend pas parti. Elle ne va pas dire tel régime politique était néfaste, telle révolution était bénéfique, etc. Ça va rester très consensuel. Il n'a pas cette compréhension de l'impact des événements qui se produisent. Il va juste donner l'événement, il ne va pas le contextualiser. Évidemment, il n'y aura pas de réflexion personnelle ou d'expérience de vie, même s'il a scanné des milliers de livres de gens qui racontent leur expérience, lui ne pourra jamais les retraduire et les recomposer à partir des questions qu'on pose. Et par contre, lui n'aura pas du tout de révision éthique et morale. Le ChatGPT, il va retranscrire des choses qui peut-être ne passeront pas dans un livre, mais lui n'a pas de contrôle. Mais on a vu que c'était quand même déjà bien censuré et que l'intelligence artificielle est déjà bien éduquée pour ne surtout froisser personne. Et même si vous posez des questions qui ne sont pas très d'actualité, très dans le mouvement actuel de on aime tout le monde, l'intelligence artificielle ne vous répondra pas. Ce qui n'est pas forcément un mal, mais du coup, il n'y aura pas cette dimension éthique morale, il n'y aura pas cette question de savoir si c'est bien ou c'est mal.
Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le correcteur? Eh bien, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de logiciels qui permettaient de faire la correction soi-même, mais c'est le même problème que enfin le même. Heureusement qu'il y a un problème. Le même avantage de l'être humain, c'est évidemment que ce n'est pas juste la correction syntaxe, c'est pas compter le nombre d'adverbes, pas compter le nombre de répétitions. Il y a une dimension supplémentaire dans la correction humaine qui fait que l'IA ne peut pas les remplacer. Et je pense que là, du coup, elle ne les remplacera jamais, puisqu'il y a cette compréhension du contexte, il y a toutes les subtilités linguistiques dans lesquelles l'intelligence artificielle ne va pas entrer. Si vous utilisez Antidote, des fois, il souligne des choses, on ne comprend pas pourquoi. C'est juste parce que la tournure de la phrase, lui, ne l'a pas comprise. Et parce qu'il y a dans la langue française, voilà, ces petites subtilités qui font qu'une phrase a une signification quand on la lit, mais quand l'intelligence artificielle la lit, elle ne comprend pas. Voilà, parce qu'elle n'a pas ce recul par rapport à ce qu'on a écrit. Il n'y aura pas non plus forcément de prise en compte de l'évolution des langues, de l'évolution des mots, parce que je crois que ChatGPT s'est arrêté en 2020, scanner l'ensemble d'Internet et l'ensemble des livres. Donc, il ne nous a pas encore totalement rattrapé. Hein. Il y a peut-être des mots qu'on utiliserait aujourd'hui, qu'on n'utiliserait pas il y a 4 ans. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas non plus hyper dangereux. Donc, les correcteurs, ben, ils vont, selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, ils vont garder leur emploi. Ils ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Aussi performants que soient les logiciels, ils ne seront jamais à la même hauteur de compétence que les humains. On parlait tout à l'heure de DeepL pour les traductions. Lui aussi, il est biaisé dans l'utilisation des termes. J'ai essayé de lui faire traduire une histoire d'amour entre 2 femmes. Ça, il ne veut pas, en fait. Puisque dans sa traduction, il traduit toujours elle et lui. Il traduit jamais elle et elle. Il ne veut pas faire ce saut. Donc, je ne sais pas qui est derrière, mais apparemment, ça ne leur plaît pas qu'il y ait des elle et elle dans une histoire d'amour. Donc, l'humain doit revenir derrière pour corriger ces manquements. Les graphistes, eux, ont peut-être un peu plus de soucis à se faire, parce que maintenant, pour faire des jolies couvertures pour les livres, il y a énormément de logiciels d'intelligence artificielle qui sont plus ou moins difficiles à utiliser, mais je trouve que quand même la plupart se simplifient énormément. Alors le plus connu, c'est Midjourney, qui lui-même est utilisé par des graphistes. Alors il n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment, j'ai essayé, hein, j'ai pas compris grand-chose en fait à ce qui se passe. Parce qu'on s'inscrit à Midjourney, on bascule sur Discord. Et là, il faut savoir vraiment quels mots-clés rentrer, mais très précisément, pour obtenir une image qui ressemble à quelque chose. Donc, c'est déjà un outil qui est entre les mains des graphistes professionnels et qui leur facilite à eux le travail, mais qui n'est pas accessible, selon moi, pour un personnage lambda. Vous connaissez tous peut-être Canva, pour réaliser des affiches, des posts pour Instagram ou pour Facebook. Depuis la fin de l'année dernière, il y a Canva IA, intelligence artificielle. Là, il faut un abonnement mensuel. Donc, c'est Canva boosté à l'intelligence artificielle. J'ai testé parce qu'il y a un mois gratuit. C'est vrai que c'est assez bluffant. Il fait pratiquement tout à votre place. Il n'y a bientôt plus rien à faire. Microsoft Designer. Alors ça, je l'ai aussi testé pour la conférence et je suis devenu un petit peu accro. C'est vraiment très très bien fait. C'est extrêmement simple et ça sort de belles images. Donc ça, c'est un concurrent très dangereux pour les graphistes parce que Microsoft là, a réussi à se mettre au niveau d'une personne qui n'y connaît rien à l'intelligence artificielle, qui ne sait même pas quel mot rentrer pour obtenir sa jolie couverture. Et c'est lui qui vous guide parce qu'il comprend ce que vous voulez dire. Il comprend que vous le dites mal, que ce n'est pas les bons termes que vous avez utilisés pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est l'intelligence artificielle elle-même qui corrige votre demande pour obtenir l'image que vous avez en tête.
Donc là, on est vraiment à un niveau largement supérieur qui permet des choses assez incroyables pour réaliser aussi des posts pour Internet, pour Instagram, pour Facebook. Là aussi, j'ai beaucoup utilisé parce que c'est pas juste de la création d'images IA, c'est-à-dire des images qu'on voit que c'est de l'intelligence artificielle. Si vous lui donnez par exemple une couverture de livre, il va vous créer autour tout un décor. Donc là, on voit presque plus que c'est de l'intelligence artificielle. On dirait que c'est un graphiste professionnel qui a travaillé. Donc, Cross Designer, pour l'instant, est gratuit, parce qu'il est récent, parce qu'il est en développement, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités. Mais je vous invite quand même à aller regarder ce que ça donne, surtout à nouveau pour la communication, parce que ça donne des bonnes idées. Prenez par exemple un personnage de votre livre, une situation qui vit dans le livre, et vous pouvez créer une image avec l'intelligence artificielle pour communiquer autour. Au lieu de toujours communiquer avec votre couverture de livre, dire voilà comment on imagine le personnage que vous allez découvrir dans le roman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas mal comme idée et comme méthode. Ça change un peu et puis ça donne un nouveau souffle à la communication. Alors Adobe Stock, c'est plus connu, puisque Adobe, c'est depuis longtemps qu'ils fournissent des images. C'est complètement payant. Il n'y a absolument rien de gratuit. C'est pas vous qui créez. Vous êtes uniquement consommateur. Je l'ai quand même mis dans cette visioconférence de l'intelligence artificielle parce que je l'ai beaucoup utilisé et depuis 2-3 mois, il n'y a pratiquement plus que des images générées par l'intelligence artificielle. Donc avant, c'était des gens qui prenaient des photos de paysages, de comédiens qui mettaient en scène pour vendre leurs photos. Et maintenant, vous retournez sur Adobe Stock et vous n'avez pratiquement plus que de l'intelligence artificielle. Donc c'est bien, c'est toujours stipulé si c'est un être humain qui a pris la photo ou si c'est l'intelligence artificielle qui l'a créée. Et puis maintenant, vous achetez en fait ce que vous pouvez faire sur Microsoft Designer. Donc ils sont en train de même tuer leur propre métier, les graphistes, parce que les graphistes vendaient beaucoup sur Adobe Stock, et là, s'ils fournissent que de l'intelligence artificielle, pourquoi pas faire nous-mêmes notre intelligence artificielle. Dans le même style, alors comme on était sur les photos, il y a Unsplash qui est totalement gratuit, où vous pouvez trouver des images pour votre couverture de livre, vous pouvez télécharger les images, c'est libre de droit, vous pouvez l'utiliser parfaitement pour les couvertures. Et vous avez Shutterstock, qui est plus proche de Adobe Stock, qui est aussi payant, un petit peu moins cher, mais aussi pour pouvoir utiliser vos images pour les couvertures. Là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle pour créer des images, puisqu'évidemment, c'est ce qui amuse le plus les gens. Donc, c'est ce qu'on trouve le plus. Et c'est vraiment pour les graphistes qu'il y a le plus grand danger avec l'intelligence artificielle, parce que ça se précise très vite, ça s'améliore extrêmement rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début 2023, on voyait les images où les personnages avaient 6 doigts, où ils avaient un œil en moins, ou voilà, là, on voyait tout de suite que voilà, c'est une fausse photo. Aujourd'hui, c'est déjà fini. Les personnages sont assez réalistes, même si on voit encore que c'est de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va aller de plus en plus vite et ça va être de plus en plus réaliste. On passe rapidement sur les éditeurs parce qu'ils ne sont pas encore trop inquiétés par l'intelligence artificielle. Ils ont plutôt tendance à l'utiliser pour se passer des services de certains métiers qu'à avoir une concurrence directe. Évidemment, ce qu'on craint, c'est qu'on va perdre cette relation entre l'auteur et l'éditeur, ce travail d'accompagnement, parce que on va de plus en plus utiliser des logiciels qui vont automatiquement corriger. Il y a même des logiciels qui maintenant mettent en forme les livres. Vous donnez juste la taille de votre livre, la marge que vous voulez, et ils vous créent la maquette en quelques secondes. Ce qui aujourd'hui est encore fait manuellement dans les maisons d'édition. Peut-être que la seule crainte des éditeurs, c'est que du coup, les auto-édités puissent se professionnaliser beaucoup plus rapidement, puisqu'ils vont pouvoir avoir des correcteurs en ligne, ils vont pouvoir créer leur propre couverture très professionnelle comme ils le veulent, et ils vont pouvoir demander à l'intelligence artificielle de mettre en page leur livre comme le ferait un humain dans la maison d'édition. Donc c'est peut-être ça le plus grand danger pour les éditeurs, c'est qu'à la fin, on n'arrive plus à reconnaître un livre
auto-édité et un livre d'une grande maison d'édition. Pour mémoire, hein, Amazon, quand vous publiez sur KDP, il vous oblige maintenant, on l'avait vu, je crois, dans la conférence sur KDP, il vous oblige à certifier que votre livre ne contient rien qui émane des intelligences artificielles, rien à l'intérieur. Donc, pas d'image à l'intérieur, pas de texte pompé de ChatGPT à l'intérieur du livre. Par contre, la couverture, vous pouvez déjà faire ce que vous voulez. Et attention, parce qu'Amazon vérifie, hein, évidemment. Il va vous scanner votre livre pour savoir si vous avez menti ou non. Et puis au final, je lui ai demandé s'il pouvait m'écrire un roman. Donc voilà ce qu'il me répond. Il me répond plus ou moins non, qu'il ne va pas le faire pour moi. Et il résume tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire si vous avez des idées spécifiques, eh ben, il peut aider à développer des dialogues, à développer des scènes, à développer des décors, à répondre à des questions sur la structure narrative de votre roman, puisque vous pouvez lui demander un plan complet et détaillé du roman. Et là, c'est assez impressionnant parce qu'il vous sort 3 pages de plan ultra détaillé du roman. Alors, encore une fois, c'est plat et c'est pas original, mais c'est du tout cuit et du tout prêt pour ceux qui veulent publier et qui ne sont pas très regardants sur la portée intellectuelle de leur ouvrage. Donc, ChatGPT, évidemment, incite à venir le consulter très régulièrement, bien écrire son livre pour avoir des bonnes idées et pour publier toujours plus. Je lui ai demandé un autre bon sujet de livre. Voilà, là, j'ai pas demandé un best-seller. Je lui ai juste demandé de me donner une petite idée d'un roman que je pourrais écrire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien les archives du temps. Il sait que tu es fan d'histoire. Oui, c'est tout sur celui qui l'utilise. Alors, ce qui me gênait avec ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de déjà fait. Pas sous cette forme, pas avec ces termes, pas avec ce déroulé d'histoire, mais j'ai l'impression que voilà, on l'a déjà vu, on l'a déjà lu, que ça a déjà été publié, ce genre de roman. Mais regardez, à la fin, on va quand même explorer des thèmes fascinants comme le libre arbitre, la responsabilité et les conséquences de nos actions. Donc, c'est quand même un livre que tout le monde va vouloir acheter. Parce que c'est très dans l'air du temps. C'est très, voilà, vous mettez ça comme annonce pour votre livre, un livre sur le libre arbitre et la conséquence de vos actions. Il faut rester positif et tout. Ça va marcher. Forcément, il sait en fait ce qui se vend puisqu'il voit ce qui se vend. Donc, ça peut être une bonne idée. En réaction à tous ces dangers que présente l'IA, parce que tout le monde y voit un grand danger, on a vu qu'on peut s'en servir très simplement comme une aide, mais il faut rester raisonnable avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas vouloir qu'elle écrive un livre entier. Je pense qu'elle peut aider sur certains points. Alors, en fin d'année, et ils l'ont annoncé le 8 janvier de cette année, Librinova propose maintenant un label création humaine. Donc, on a déjà basculé dans un autre monde. Là, il va falloir prouver que l'on est un humain. Depuis le 8 janvier, ils offrent ce service d'authentification qui permettra vraiment d'assurer que le livre a été écrit par un vrai humain qui n'a pas utilisé l'intelligence artificielle. Alors, j'ai vu le détail, ça fait un peu CIA. Hein. Alors, il y a des questionnaires, vous avez un entretien avec un professionnel qui va vous poser des questions sur comment vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez écrit, quel est le contenu du livre, comment vous avez fait. Il y a 3 grandes étapes vraiment pour constituer un dossier sur vous et vous donner ce label création humaine. C'est pas juste quelqu'un qui dit le livre et qui dit ah ouais, ça m'a l'air d'être écrit par un humain. Non. C'est vraiment, il y a tout un processus à suivre, comme le font les entreprises pour avoir des labels sécurité, des labels anti-incendie. Là, maintenant, les auteurs, eh ben, ils vont avoir la même chose et ils vont avoir leur label création humaine. Je trouve que c'est ça qui fait plus peur, en fait, qu'on soit déjà à cette étape où on est obligé de prouver qu'on est un humain.
puisque ce qu'a constaté LibriNova, c'est qu'il y a déjà plusieurs milliers de livres en français publiés en France qui sont écrits uniquement par les intelligences artificielles, et que comme il n'y a pas vraiment d'obligation de le mentionner, hein, dans la loi, oui, on est obligé de le faire, mais comme on sait, la loi, c'est pour les autres. Donc, il y en aurait apparemment déjà des milliers en vente sur les sites qui vendent des livres. Et on ne sait pas que ce ne sont pas en fait des humains qui étaient derrière. Et je termine, après je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça, hein, et si vous avez des questions. Mais on en revient au principal, c'est est-ce que le lecteur s'intéresse vraiment à cette distinction? Est-ce que lui, il va s'intéresser de savoir si c'est un humain ou si c'est une machine qui a écrit, si le sujet lui plaît, si le livre lui plaît? Ça ne fera pas de différence. Je pense qu'il faudrait faire des tests. Je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché. Il n'y a pas encore eu de test où on donnait des livres à des lecteurs et on leur disait seulement à la fin si c'est écrit par un humain ou par une intelligence artificielle. J'aimerais bien qu'il y ait un test comme ça pour voir quelle est la réaction des lecteurs. Parce que là, ils vont avoir des livres plus souvent, parce que l'auteur artificiel, il peut produire énormément, des livres sans doute moins chers, des livres faciles à lire. Je pense que la plupart des lecteurs s'en fichent un peu et que surtout, il va y avoir un effet de curiosité au début, que qu'ils vont voir un livre estampillé intelligence artificielle, ils vont le vouloir juste pour voir. Je veux juste tester pour voir ce que ça donne, sauf que si ça leur plaît, c'est là qu'est le danger pour les auteurs. Donc ça, c'est la question principale. Tout le reste, oui, un jour, l'intelligence artificielle écrira entièrement les livres et s'améliorera de toute façon de semaine en semaine, puisqu'on le voit déjà avec les photos, les graphismes, tout va très vite. Donc, on sait qu'on sera rattrapé à un moment ou à un autre. Maintenant, l'essentiel, c'est peut-être de commencer à sensibiliser le public. Le label création humaine, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, même si pour l'instant ça choque un petit peu, parce que on en a marre de prouver qu'on n'est pas des robots toutes les 5 minutes.